Ce soir, nous aurons une pause agrémentée d'une buvette entre les deux parties aux alentours de 21 h. Nous vous demandons de ne pas faire trop de bruit pour éviter de déranger le voisin. Et d'éteindre surtout vos téléphones portables pendant le spectacle. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore regardé. Et vous avez intérêt, sinon nous exerçons des sévices sur les récalcitrants. Et ça, on adore. Alors, où j'en suis? Bon, allez, c'est bon, j'arrive au bout. Pensez à demander à Roger. Roger? T'es où, Roger? Il est pas là. S'il peut changer le cylindre de la porte d'entrée, la serrure est niaquée et on va se retrouver coincés. Bravo. Ah bah n'importe quoi. Elle est bien bonne celle-là. Suzanne joue. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit de prendre? Mais c'est pas ça, c'est l'ordre de la scène ouverte, ça. Ah, mais t'es là, Framboise? Oui. Mais il faut qu'on s'explique, hein? Ah, j'y suis pas du tout, là, moi. Faut qu'on s'explique. Bon, d'accord. Oh, et ah, bon. Ce matin, pas compris ton baratin. Je fais quoi maintenant? Tu vas pas être content. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et ah, bon. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et ah, bon. J'avais pas mis mes prothèses pour me sentir bien à l'aise. Pourtant elles valent du pèse et elles sont vraiment balèzes. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et ah, bon. Viens au marché, pas besoin de discuter. Les prix sont affichés, souris, y'a plus qu'à payer. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et ah, bon. Ramène tes radis, mais tu n'as pas applaudi. Ce que tu voulais, pardi, bah c'était des bigoudis. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et ah, bon. Si tu crois que c'est des vices et que j'en ai du bénéfice, faut savoir qu'en coulisses, j'y mets aussi de la malice. Oui, je sais, j'entends pas, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Bon. Alors, si vous croyez que ça va être comme ça pendant 45 minutes, je vais pas suivre le rythme. Alors, j'étais venue pour vous raconter un peu ma démarche. Et en premier lieu, c'est de raconter des histoires sous plein de formes différentes. Donc ça peut être des tableaux, vous en verrez tout à l'heure. Ça peut être des histoires orales et aussi de la langue des signes.
Je raconte des histoires, j'écris des histoires au départ, parce que dans ces histoires, j'essaye de condenser ce que la vie m'a appris de précieux, et ça me fait une espèce de panorama intérieur qui m'aide à supporter le monde tel qu'il est. Alors, j'apprends la langue des signes avec Gilles, ici présent, et j'apprends les langues des signes pour deux raisons. J'ai commencé il y a 3 ans. La première raison, c'est que je suis malentendante. Vous m'entendez bien d'ailleurs? Je parle assez fort, que je ne me rends pas compte. Voilà, c'est que je suis malentendante et qu'il me semble que c'est important devant une difficulté de la vie d'être actif. Parce que ça aide à la dépasser et à ouvrir des possibilités plutôt que de la subir. Alors des fois, il y a un gros coup du sort et il faut du temps pour réagir. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que cette attitude m'aide beaucoup. Et la deuxième raison, c'est que je suis conteuse et que je pensais que d'apprendre la langue des signes, ça allait m'aider à enrichir ma gestuelle et ma façon de compter. Donc maintenant, ça fait 3 ans et c'est vrai que ça m'aide beaucoup au quotidien. C'est vrai que de signer, ça me rend joyeuse. Je me rends compte que j'ai plus de gaieté et que je m'affirme autrement. Voilà. À ce sujet, j'ai un petit mot à adresser à Martine, qui doit être dans la salle, qui est ma responsable à mon travail. Et en fait, son attitude m'a considérablement aidée, dans la mesure où elle m'a aidée à implanter la langue des signes dans mon travail, et aussi à de faire que cette difficulté de départ devienne une richesse. Et je souhaite à tous les sourds et malentendants, ou toute personne qui a un problème particulier dans une équipe, d'avoir un environnement de travail comme ça et d'être soutenu comme ça. Voilà, alors, ce que j'apprécie aussi à Universigne, c'est que c'est vraiment de la langue des signes. C'est pas du français signé. Alors, ceux que ça intéresse, pour savoir la différence, je vous conseille d'aller voir Gilles, Claudine et les gens du Universigne qui sont là aujourd'hui pour leur poser la question et pour savoir en quoi c'est différent. Ce soir, en fait, je voulais vous raconter 2 histoires. Et dans ces histoires, justement, les héros de ces histoires, je les apprécie énormément parce qu'ils ont su se tracer un chemin dans un foisonnement d'embûches. Et au lieu de supporter un système enfermant, de réussir à ouvrir des possibilités par la pratique d'un art ou d'une passion. Voilà. J'ai aussi, pendant tout un épisode de ma vie, fréquenté des conteurs. Et c'est pareil, ça m'a beaucoup enrichi. Ce que j'ai appris en particulier, c'est qu'à partir du moment où on voit ce qu'on raconte, où on est vraiment dedans, où on le visualise, on le fait voir. Et ça, c'est un côté magique, mais je sais que ça marche. Donc on va commencer par une première histoire, où en fait je vais surtout m'attacher à l'articulation. D'abord parce qu'il y a énormément de malentendants de nos jours. Déjà, quand on vieillit, on perd tous un peu d'audition, mais il y a aussi énormément de malentendants. Et puis, c'est que je trouve que c'est un respect porté aux mots et à ce qu'ils évoquent. Donc cette première histoire, ce sera vraiment le but d'articuler et de faire attention aux sonorités. Catherine, est-ce qu'on peut mettre le tableau? Mais je disais que je m'exprimais aussi par des tableaux. Donc chaque fois que j'écris une histoire, j'essaye de faire un tableau avec.
Petit, il est entouré par le son des guitares et des violons, par le rire des enfants, par le sifflement des oiseaux, par le clapotis de la pluie. Il est transporté par les roues sur le chemin et par les bras de tous ceux qui sont là, amples, sonores et forts, comme une danse joyeuse imprimant, jusque dans sa fibre, le rythme et le goût de la vie. Et puis il y a un choc, le froid, le noir, l'eau, le tumulte, et puis le silence que seuls ses pleurs interrompent, comme un cauchemar hanté de terreur, entre deux mondes. Plus tard, le bruit et le mouvement reprennent, mais ce n'est plus pareil. Plus rien ne sera jamais pareil. Il grandit dans une ferme avec la famille Fabre. C'est le fils aîné des Fabres qui l'a trouvé dans un baquet de bois, flottant dans la campagne inondée, au lieu-dit du Tony Fanchet. Une crue de la rivière a dévasté la région et causé bien des victimes. Les Fabres l'appellent Tony, puisqu'il a été trouvé au Tony Fanchet. Dans le cauchemar, sa mémoire s'est effacée. Il ne sait plus qui il est, d'où il vient, ni ce à quoi il se destine. Et cela fait de lui un être étrange, comme désincarné. Les Fabres font des recherches pour retrouver sa famille, sans succès. Les Fabres ont déjà 4 enfants, mais ils font ce qu'il faut pour Tony, le nourrissent à leur table, l'habillent, l'envoient à l'école et lui apprennent les travaux des champs. Tony apprend, mais il parle peu et il ne joue pas. Tony a oublié le son des guitares et des violons, le rire des enfants, le sifflement des oiseaux, le clapotis de la pluie. Il se mure, il se tait. Mais chez les Fabres, on attend un heureux événement et une petite Lucie voit le jour. Tony la voit grandir, découvrir le monde et lui tendre innocemment les bras. C'est à lui qu'elle confie ses chagrins d'enfant et ses peurs nocturnes, lui qu'elle éclabousse de son rire en clochette, lui qu'elle tyrannise de ses caprices. Pour Lucie, Tony tue les loups et les ogres dans l'armoire, surveille chaque récréation, chaque sortie d'école et va chercher des constellations d'étoiles. À 12 ans, Tony entre en apprentissage chez le charron du village. Pendant 6 ans, à la dure, maître Xavier lui transmet tout son savoir. Il apprend à manier la scie, la hachette, le compas, le vilebrequin, la gouge et le ciseau à bois. Il construit et il répare les calèches, les charrettes, les tombereaux. Il excelle dans la fabrication des roues. Mais surtout, Tony apprend à aimer les arbres et à les reconnaître tous. Il construit pour Lucie des sabots, des jouets, et plus tard, lui sculpte des cœurs en bois. À 22 ans, Tony est un homme accompli. Il veut s'installer comme charron. Mais d'abord, il demande Lucie en mariage. Elle ne veut pas de lui comme mari. Elle a déjà un autre prétendant. Elle le considère comme son grand frère. Tony s'enferme. Aucune autre femme ne l'intéresse. À quoi bon? Tony ne mange plus, il s'affaiblit, il tombe malade. Dans sa fièvre et son délire, Tony rêve. Il rêve qu'il est assis et devant lui oscillent les dos et les croupes de 2 chevaux. Il est entraîné par les roues sur le chemin vers un horizon de collines. Il ne sait plus qui il est, d'où il vient,
ni ce à quoi il se destine, mais son rêve le sait et l'entraîne dans les replis de sa mémoire. Une fois guéri, Tony part avec une charrette bâchée. Il laisse derrière lui les Fabre et Lucie, Maître Xavier et son avenir de charron. Il chantonne à bouche fermée et pour lui seul la chanson de ses souvenirs retrouvés. Sur la place d'un village un jour, il est attiré par de la musique. Guitares et violons, clarinettes et accordéons, en un rythme fougueux, s'adressent directement à son cœur qui bat la mesure. Les musiciens, d'une élégance grave, l'impressionnent. Un tourbillon de jupes et de foulards colorés, une profusion de sourires et de chevelures le subjugue. Et puis, la musique se fait nostalgique et un chant d'amour s'élève en volute. Tony en est transi jusqu'aux os. C'est un orchestre itinérant. Tony l'accompagne désormais, se rendant indispensable par tout son savoir-faire. De rencontres en paysage, de fatigues en espérance, Tony poursuit son rêve nomade qui ne le lâchera plus. Il épouse Katia, la danseuse, qui lui donne un fils. Stéphane a 2 ans. Il est entouré par le son des guitares et des violons, par le rire des enfants, par le sifflement des oiseaux, par le clapotis de la pluie. Il est transporté par les roues sur le chemin, par les bras de Katia et de Tony et de tous ceux qui sont là, en sonores efforts, comme une danse joyeuse imprimant jusque dans sa fibre le rythme et le goût de la vie. Vous entendez cette voix? Ces mélodies qui chantent dans le jardin. Elle fait des vocalises et elle rivalise avec les oiseaux.
Mélodie travaille sa voix sans relâche, mais elle s'occupe peu de sa petite fille Délice, âgée de 2 ans. Ben pourtant, c'est Mélodie qui a voulu appeler sa fille Délice, parce qu'elle a trouvé, quand elle est née, ben qu'elle était appétissante. Alors matin et soir, elle la dévore de baisers. Et oui, mais dans l'intervalle, elle pense que les enfants poussent tout seuls. Je m'appelle Délice. Moi, je suis sourde. Maman chante et je n'entends pas. Les adultes parlent. Moi, je n'entends pas. Mais j'écoute avec l'œil et je comprends tout. Auster est le mari de Mélodie et le père de Délice. C'est un homme de loi. Tous les 3 vivent dans un manoir en rase campagne, à quelques kilomètres d'une bourgade. Auster trouve que sa femme est trop souvent absente du domicile conjugal pour les concerts. Il voudrait que Mélodie ne chante que pour lui. Un jour, Mélodie ne rentre pas comme il était prévu d'une tournée dans la capitale. Auster, fou d'inquiétude, part à sa recherche et demande l'aide de la police. L'enquête révèle que sa femme a quitté le pays. Alors il rentre au manoir où Délice est restée sous la surveillance de Maryse, la cuisinière. De ce jour, la vie change au manoir. Plus de chansons, mais le silence que Délice n'ose pas troubler. Elle erre dans les salons, d'où son père a enlevé tous les bibelots, tous les tableaux, le jeu de tric-trac et le jeu de dames. Il est enfermé dans son chagrin, et elle reste avec Maryse, qui la prend sur les genoux, qui la cajole et qui lui raconte des histoires. Le chat fait sa toilette, il passe sa patte derrière l'oreille. Demain, il se passe quoi? Demain, il pleut. Le chat, l'eau, il n'aime pas. Alors, le chat, dans la maison, reste. Il dort en ronronnant. Toi, pareil. Dormir, va. Moi, ronronner, je ne sais pas. Oui, mais toi, petit chat, chat petit de moi. Pas une fois, Délice ne réclame sa mère, ni même ne l'évoque. Les années passent. Délice a 13 ans. Elle est mince, frêle. Et elle se tient droite, toujours. Auster veut donner à sa fille une éducation exemplaire. Aussi, hiver comme été aux aurores, doit-elle se laver à l'eau froide et au gants de crin. Après avoir avalé une bouillie d'avoine, elle exécute sous la surveillance de son père des mouvements de gymnastique. Ensuite, un précepteur vient lui dispenser son enseignement en langue des signes. Les jours de congé, Auster initie sa fille à tous les auteurs classiques. Il l'emmène aussi faire de longues randonnées à cheval. Délice adore et admire son père, lui obéit en toutes choses. En son absence, elle cuisine avec Maryse, qui lui donne les dernières nouvelles du bourg. Elle joue avec le chien errant qu'elle a recueilli au manoir, un berger noir et blanc qu'elle a appelé Balzac, comme l'auteur qu'elle affectionne particulièrement. Et aussi, installée à son chevalet dans le jardin, Délice s'entraîne à la peinture, influencée par les impressionnistes.
Elle vient d'avoir 16 ans quand Maryse lui parle des feux de la Saint-Jean où tous les jeunes du bourg se réunissent pour danser. Au village, un feu grandit et grandit jusqu'au ciel. Autour, les jeunes, filles et garçons, dansent toute la nuit. Elle demande à son père la permission d'y aller. Sans dire un mot, mais la fixant intensément, Auster abat la main sur la nuque de la jeune fille, l'attire sans ménagement derrière lui malgré ses supplications, lui fait descendre l'escalier qui mène à la cave et l'y enferme à double tour. Dans la cave, Délice supplie et interroge. Oh, pourquoi? Il a pas. Où? Elle n'obtient aucune réponse. Alors elle tambourine sur la porte de plus en plus fort, au point de s'en écorcher les poings, et puis elle pleure. Auster s'est réfugiée à l'étage dans sa chambre pour ne pas entendre sa fille. Maryse n'a pas assisté à la scène, elle est en congé. Dans la cave, Délice est maintenant repliée sur elle-même. Par le soupirail, elle voit que le jour décline et que la lune s'est levée. Il fait nuit depuis plusieurs heures lorsqu'apparaissent par le soupirail un museau et 2 yeux qui luisent dans l'obscurité. Après avoir cherché sa maîtresse longtemps, Balzac vient de la retrouver. Elle lève la tête, gagne le soupirail qui est à hauteur de sa tête. L'ouverture est obstruée par de la terre et des gravats, mais peut-être de l'extérieur, le chien se met à gratter avec ses ongles. Reprenant courage, Délice grimpe sur un baquet de bois qu'elle a renversé. Elle a trouvé au sol une tige de métal rouillé avec laquelle elle gratte tant qu'elle peut. Après bien des efforts, la grille est dégagée et peut s'ouvrir de l'intérieur. Délice passe sa tête, puis ses bras, puis tout son corps. Elle remercie le chien d'une caresse, traverse le jardin, franchit la grille sans se retourner. Heureusement, cette nuit de juin est douce et la lune éclaire la route qui mène au bourg à quelques kilomètres de là. Délice, escortée par Balzac, n'éprouve aucune peur. Elle sait qu'au bout de cette fuite nocturne, Maryse lui ouvrira sa porte. Sa maison est là, juste avant l'auberge. Et effectivement, Maryse l'accueille et s'indigne intérieurement du traitement infligé par Auster. Elle lui installe un lit de fortune et la maisonnée se rendort jusqu'au lendemain sous la surveillance de Balzac. Maryse vit seule. Elle est ravie d'accueillir la jeune fille, mais elle sait qu'Auster viendra la récupérer. Aussi va-t-elle le trouver dès le lendemain. C'est un homme glacial qui l'écoute raconter que Délice a débarqué chez elle au milieu de la nuit, braquée contre son père à cause du traitement qu'il lui a infligé. Elle propose de garder la jeune fille chez elle le temps qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. Mais il lui répond, elle est comme sa mère qu'elle se débrouille. Et toi, si tu la soutiens, ne reviens pas travailler chez moi. Maryse rentre chez elle
et raconte à Délice son entrevue avec Auster, la jeune fille ne fait aucun commentaire. La vie s'organise chez Maryse. L'auberge voisine a changé de propriétaire depuis peu et elle est devenue le lieu de rencontre des intellectuels et des artistes des environs. Café philosophique, salle d'exposition et de concert, les propriétaires, Baptiste et Anna, sont chaleureux et ils ont besoin d'aide. Ils embauchent Maryse pour la cuisine, Délice pour le service. Délice se fait apprécier pour sa débrouillardise, sa gentillesse et sa beauté. Elle fréquente des artistes, elle prend des cours de peinture et en quelques années, elle devient une artiste réputée. Quand Baptiste et Anna arrêtent leur activité 7 ans plus tard, elle rachète l'auberge. Ce matin-là, Délice s'installe à son chevalet dans le jardin pour mettre une dernière touche à son tableau. Ce tableau qu'elle a eu tant de peine à terminer. Elle voit Maryse qui donne ses directives aux 2 jeunes filles qui travaillent à l'auberge. Maryse qui est toujours enjouée. Balzac, lui, est mort il y a 2 ans. Un tableau, non, j'ai pas. Ici, un château. Ici, un jardin. Là, une femme, debout, chante. Là, une fille, petite et brune. Là, un homme, assis et regarde avec adoration. La lumière est douce. Délice prend le tableau sous son bras et franchit en sens inverse à pied les 3 kilomètres qui la séparent du manoir. Elle rentre sans se signaler et se rend au salon. Auster, assis dans un fauteuil, lâche le livre qu'il lisait quand il voit sa fille entrer. Elle lui tend le tableau, il s'en saisit et bientôt des larmes ruissellent sur ses joues. Ce ruisseau de larmes en s'écoulant murmure, un murmure qui n'est pas audible, qui ne s'adresse qu'à Délice, pour lui raconter le chagrin d'Auster, mais surtout son espoir qui renaît. Le lundi, me retrouver et travailler la langue des signes avec les moyens qu'on a, à notre rythme. J'ai nommé Catherine, Aïcha, Renaud, Anaïs, que ça m'aide considérablement de pouvoir un peu pratiquer la langue des signes dans la semaine, en plus des cours, et que je suis contente de partager ça avec eux, ces recherches-là. C'est avec plaisir. Je voulais aussi vous parler de l'atelier du 8. Donc je suis venue pour la première fois à l'atelier du 8 en 2009. Il n'était pas là, il était rue des Bons Enfants, d'où le nom, l'atelier du 8, parce que c'était 8 rue des Bons Enfants. Et à cette époque-là, je cherchais un lieu pour jouer mon premier spectacle qui s'appelait Tout un cirque.
c'est Jérôme qui m'avait reçu, comme il le fait toujours avec les gens qui se présentent ici, très simplement et très chaleureusement. Et c'était très difficile de trouver des salles quand on est des amateurs, et ça l'est encore aujourd'hui, de ne pas remplir tout un tas de conditions, des dossiers et d'attendre très longtemps. Il m'avait donné une date, je crois que c'était 2 mois, pour pouvoir venir jouer à l'atelier du 8. Et en plus, il m'avait proposé de prendre des photos pour m'aider à faire la communication. Et après, je suis venue plusieurs fois, mais ça m'est toujours resté cette fonction qu'a l'atelier du 8 de permettre à des gens, c'est la première marche, à mon avis, pour se produire à Grenoble. Il y a d'autres lieux, il y a quelques bars, etc. Mais vraiment, cette salle-là permet ça, à savoir une première tentative de scène. Donc j'ai rejoint l'équipe de l'atelier en 2017 et j'ai eu envie très vite d'organiser des scènes ouvertes. Et c'est vrai que je suis toujours touchée par la diversité des gens qu'on rencontre, parce que chacun a à raconter et à la façon qu'il choisit de le raconter. Et ça me fait toujours plein de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Donc Agnès en est un exemple. Je l'ai rencontrée à la dernière scène ouverte en février. L'atelier du 8, ça aussi. Donc je remercie toute l'équipe de l'atelier du 8 qui me permet d'aller au-delà de ce que j'avais imaginé. Et puis ça a été aussi une galère importante sur le plan financier et administratif. Et heureusement, il y a des gens qui nous ont aidés dans des services à la mairie, à la maison des associations, et puis aussi notre propriétaire, qui doit être là ce soir, qui nous a donné un coup de main considérable, ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, on est à peu près hors de danger. Et je voulais aussi remercier Guillaume, qui est en régie ce soir, et qui a passé du temps à préparer, le temps nécessaire. Et c'est encore un exemple de ce que l'atelier du 8 permet, c'est-à-dire que quelqu'un arrive avec du potentiel, des idées, et bien, ça me donne l'impression que ça peut fructifier. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième histoire, qui est une histoire uniquement en langue des signes, que j'ai empruntée à Estelle Aubriot, qui est comédienne et qui fait des spectacles mixtes, oral et langue des signes. Ça s'appelle La fille au crapaud. Ah, et Aïcha va vous donner quelques clés. Bonsoir. Alors, je vais vous donner quelques clés pour essayer de comprendre l'histoire. Et si vous voulez bien, vous allez répéter après moi pour les mémoriser. Voilà. Alors, la fille, le crapaud, le conte, un conte. Pas en oublier, le roi. C'est le roi, la reine, le prince. Non, c'est pas le prince, c'est le roi, la reine. Voilà. Transformer. Alors, je le refais. Voilà, transformer. Vrai. Vrai. Bizarre. La forêt. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah non, le bruit. Le bruit. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris l'histoire, ils pourront toujours nous demander après. What's going on?